Je viens maintenant au 28 septembre, Monsieur le Président. Étant convaincu donc que c'était une nécessité de se manifester et un droit constitutionnel, je m'étais préparé le 28 septembre pour venir au stade du même nom. À 5h45 du 28 septembre 2009, à peine je finissais de faire ma prière, dégrainer le chapelet, j'étais encore assis sur le tapis. Mon épouse, qui ce jour ne pouvait prier, couchée dans le lit, mon téléphone crépita. 5h46, il crépite. Ce n'est pas habituel. Et je prends, et qui est au bout du fil? C'est mon grand frère. Un grand frère qui est aujourd'hui comme un père pour moi. Parce que c'est lui qui répond notre papa. À l'époque, il était un retraité de l'armée guinéenne. En 2006, au temps du Jean Lance Conté, sous la responsabilité de Dourang Assifat Diassene, qui était le ministre de la Sécurité de l'époque, le commandant Keïta a été mis à la retraite. À l'époque, 2006, jusqu'il y a quelques 3 à 4 ans, il était en possession de toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Et aussi, il faut ajouter que ce frère, que je compte comme un papa, m'a suivi dans l'UFDG. Il était un responsable au niveau du bureau exécutif dans la commission sécurité. Donc à 5h46, mon grand-père m'appelle. Il me dit, Youssouf, je dis oui. Ne sors pas aujourd'hui. Hein. Tu es sorti? Je dis non, je ne suis pas sorti. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. Je dis pourquoi? Non, il ne faut pas sortir. Ce n'est pas bien, il ne faut pas sortir, parce que c'est interdit. Il faut rester. Je dis, mais mon frère, nous avons déjà pris un engagement, il faut qu'on aille. Il dit non, ne sors pas. Je dis d'accord, je ne sortirai pas. Parce que nous avions à l'époque, à la mémoire, très fraîche, les événements de janvier, février 2007, où plus de 150 jeunes Guinéens ont été froidement abattus sur le pont 8 novembre, encore à cause des manifestations. Alors, comme mon frère a insisté, et c'était inhabituel, j'étais paniqué. Je me suis levé et mon épouse me demanda, oui, qui t'a appelé et qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est mon grand frère qui vient de m'appeler. Il insiste de ne pas du tout aller aux manifestations. J'ai dit parce que c'est sûr que ça va être très chaud là-bas. Et rappelle-toi de ce qui est arrivé il y a 2 ans, il y a 2 ans, sous le pont 8 novembre. Je dis, c'est des militaires au pouvoir, ça risque d'arriver. Elle me dit, ne pars pas. Je dis, non, il faut que je parte. Vous me considérez désormais comme un vivant mort. Si je ne pars pas, ma chère épouse, je serai considéré comme un traître, comme un lâche. Je dis, ce qui va arriver, arrivera. Mais, sachant que quelque chose allait arriver, je ne sais quoi, mais qui ne serait pas bon du tout, j'ai demandé à mon épouse de rester à la maison et de s'occuper de nos enfants, au cas où je ne revenais pas. Parce que je sors avec un grand risque. Elle insista. J'ai dit, mais si je ne vais pas, il est 6 heures du matin, les gens ont commencé à sortir. Il faut que je parte.
finalement, contre son gré, on se donnait câlin et je suis parti, en lui confiant la famille et les enfants. J'ai pris quand même mon garçon, qui avait déjà 25 ans, il est ici dans la salle, qui m'a accompagné en lui disant, nous sommes des hommes, allons-y, si quelque chose arrive, c'est sûr Dieu va nous sauver. Mais si nous restons, nous serons morts un homme digne. Il est dans la salle ici. Il porte encore les stigmates. Donc, à 6h, 6h05, nous prenons le véhicule, un pick-up, et nous filons à toute trombe, à tombeau ouvert, de Lambagne à Dixine, où nous étions censés nous retrouver, et où logeait mon leader à l'époque, le président Cellou Dalein Diallo. Nous n'avons pas fait 10 minutes. C'était un premier signal. Là où d'habitude nous faisons 30 à 40 minutes, nous n'avons pas fait 10 minutes. Tout était vide. Tout était vide. Nous sommes allés à tombeau ouvert. Et arrivé chez El Selou, son portail n'était pas encore ouvert. Parce qu'il était 6 heures, encore 8 comme ça. Les vigiles m'ouvrent la porte et je dis que je viens voir le président. Je le trouve lui-même, mais il n'était pas sorti encore de son petit salon. Je tape, il ouvre, j'ai vu quand même qu'il était habillé. Je lui dis, Président, je viens d'avoir une conversation avec mon grand frère, le commandant Keïta. Et il me dit de ne pas du tout sortir. Ça ne va pas être bien du tout. Je dis donc, c'est très grave. Est-ce que ce qui est passé le janvier-février ne va pas se répéter? Il était déjà 6h30. Et là, c'est Loudi. Lui aussi, la nuit, il a eu quelques informations. Donc, ça signifie déjà que les rumeurs couraient, ou les signes ne trompaient pas. Mais là, c'est Loudi. Il est impossible maintenant de faire quoi que ce soit. Nous devons aller, et nous allons aller. J'ai été très réconforté, parce que moi-même, je viens de dire la même chose à mon épouse. J'ai été réconforté par sa position et par réellement sa hargne de mener le combat jusqu'au bout. Nous étions allés pour manifester pacifiquement. Même pancartes, nous n'avions pas. Certains avaient des pancartes. Mais nous avons pris soin de ne prendre absolument quoi que ce soit qui pouvait interpréter une violence. Donc, 6h45, nous restons chez El Selou jusqu'à 7h30, 8h. Et nous quittions donc chez Selou pour aller chez Jean-Marie Doré. C'est là où les leaders devaient tous se réunir. Donc, nous sommes arrivés chez Jean-Marie Doré, dans les environs de 8h30, comme ça. Il n'était pas 9h encore. Et ce dernier était assis. Les leaders sont venus. Je retiens bien la conversation entre lui, Selou et Sidia, parce que c'était les leaders de pointe. Nous les suivions. Il dit donc à Selou, Sidia et les autres qu'il ne peut pas aller. On lui demande pourquoi vous ne pouvez pas aller. Il dit non, parce qu'il vient de recevoir un appel, l'appel du président, du chef de l'État, lui demandant donc d'attendre une délégation qui devait venir rencontrer les leaders chez lui. J'ai écouté effectivement cette conversation. Bon, Sidia répond, ben, oui, moi-même hier il m'avait appelé, mais je dis que ce n'est pas possible. Et Selou dit, il faut que nous partions parce que la population est déjà sortie. Nous n'avons aucun moyen de retarder maintenant ou de faire quoi que ce soit. Jean-Marie dit en tout cas, il faut qu'il attende les émissaires du chef de l'État. Alors nous avons dit donc, il faut attendre
Quand ils viendront, vous leur dites déjà ce qu'il y a et nous partons. Parce que déjà, chez Jean-Marie, étant là-bas, nous voyons des téléphones. Déjà, Mouktar et Baouri étaient en contact avec des gens et nous savions déjà que la population était en train de venir. Finalement, la décision a été prise que Jean-Marie resta et que le reste des leaders et nous qui les accompagnons partions rejoindre le gros de la troupe au stade. Donc, dans les environs de 9h30, comme ça, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré, 9h30, 10h, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré à pied. De chez lui, nous avons fait quelque chose de 300 mètres jusqu'au niveau de la Fondis. Nous, à partir de la Fondis, un peu devant, nous apercevions une marée humaine à l'autre bout, vers le stade. Nous entendons la clameur publique. Nous voyons même le tricolore qui flottait. Nous avons compris que la population était massivement sortie. Alors donc, à partir de la Fondis, nous avons commencé à marcher. Juste au niveau où il y avait l'ancien garage, où il y avait le parc, où il y avait le parc de véhicules en face de Poli, le colonel, à l'époque, ministre chargé de la lutte contre la drogue et le crime, est venu. Il n'était pas armé, il était accompagné de son garde-corps. Il est venu nous dire, j'étais là, il dit à Selou et à Sidia, le président m'envoie vous dire de reporter cette marche ou de l'annuler même. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre. Reporter cette date. Eh bien, les leaders répondent, mais, monsieur le ministre, vous-même, vous voyez déjà la population, comment elle est. Quels moyens avons-nous de reporter maintenant? Ce qui serait alors sage, c'est de nous laisser aller. Nous ne faisons absolument rien. C'est pour aller tenir un discours dans l'esplanade du stade, parce que c'est ce qui était prévu, ce n'était même pas dans le stade, c'est l'esplanade. Aller tenir un discours, et puis nous allons nous disperser. Mais nous ne pouvons plus reporter. Le ministre a insisté, mais nous ne l'avons pas entendu. Il s'est éclipsé avec son garde-corps, il est parti. Et entre-temps, devant, nous avons vu d'autres militaires qui essayaient de barrer. Mais je crois, avec la force de la population, ils ont quitté. C'est ainsi que nous avons été emportés jusqu'au stade du 28 septembre, à l'intérieur du stade du 28 septembre. Et là, c'était vers 10h40, 11h, plus ou moins. Nous sommes montés à la tribune. Les leaders ont été transportés par la foule jusqu'à la tribune. Nous les avons suivis. Et sur la ligne, je me souviens très bien, il y avait Yannick, que je ne connaissais pas, mais dont j'entendais parler parce que, avant 2007, j'étais un des responsables du parti RPG à Aridor, à Badankoro. Mais je connaissais que Traoré, Tidjane Traoré. Pourquoi? Parce que le ministre Tidjane Traoré et moi, nous nous connaissions, parce que nous avons tous été vraiment, et nous sommes des sécouturistes, s'il faut le dire comme ça, permettez-moi de l'expression. Donc il y avait Diané, il y avait Mouktar, il y avait Silla, Bouakar Silla, il y avait François Le Sénifal, Baouri, la Selou, et à côté de Selou, j'étais, et plus haut, Yero, qui fut ministre du temps du professeur Alpha Condé, et Salou Bella, docteur Salou Bella. Il y avait d'autres responsables de l'UFDG à l'époque que je n'avais pas vu, mais que j'ai vu après, quand la débandade est arrivée. Il s'agit de Elhaji Djouma Diallo, qui fut préfet à Kérouané,
de Aliou Condé, que j'ai vu, de Aliou Ba, après, et naturellement, d'autres dames que je ne vais pas citer ici, mais que je citerai plus tard. Donc, à ce niveau, nous étions. Il y avait la liesse. Le stade était plein à craquer, s'il faut le dire comme ça. Et les tribunes, et la pelouse, c'était bondé noir de monde. Nous étions tous heureux et nous pensions donc que vraiment nous avions réussi. Les discours allaient se tenir et les gens allaient se retourner en bon enfant, chacun chez soi. Mais, à notre grande surprise, à peine 20 minutes de transe et de joie, certains priaient même, il y a la fumée, une fumée, c'était ma première fois d'humer le gaz lacrymogène. Il y a une fumée qui est venue jusqu'au niveau de la tribune, nous n'entendions aucun bruit, sauf en un mot, le you-you des gens sur le stade. C'est arrivé, et subitement, nous avons commencé à nous frotter les yeux et à respirer difficilement. C'est là que Dr Saliou Bella, un confrère à moi, est venu avec une plante, la feuille d'une plante, je ne sais pas si c'est citron ou orange, et il nous a fait humer cela. Ça nous a aidé à nous désaxifier. Au même moment après, nous voyons déjà les jeunes ou les gens tomber, sans savoir pourquoi ils tombaient. Parce que la tribune où nous étions, nous avons un aperçu général sur tout le stade, toute la pelouse. Donc, ceux qui étaient au bord de la pelouse commençaient à tomber. Après que le gaz lacrymogène ait déjà plané, ils commençaient à tomber. Mais à ce niveau, on ne voyait pas de gaz. Immédiatement, le président Sidi a dit, il s'exclame, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est de l'hystérie? Moi, comme médecin, j'ai répondu là-bas, j'ai dit non, président, ce n'est pas, c'est pas l'hystérie. Ils sont en train de tomber morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Et certainement, ils sont en train de tirer. Mais nous n'entendions pas le crépitement. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de bruit, tellement de brouhaha, que nous ne pouvions pas, du stade de la tribune, entendre le crépitement des balles au niveau du stade. Jusqu'au moment où ça s'est décanté. Nous avons vu que les gens couraient par-ci, par-là. C'était le sauve-qui-peut. Et certains leaders, chacun a pris la peau d'Ascampette, il faut le dire comme ça. Parce que c'était le sauve-qui-peut.